Êtes-vous neuro-atypique? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Vous sentez-vous très différent des autres? Si c'est le cas, vous pourriez être neuro-atypique. Que veut dire neuroatypique? Les neuroatypiques ont un développement neurologique qui diffère de la norme. Cette différence au niveau du cerveau se traduit souvent par une différence comportementale. Être neuroatypique, c'est faire partie de la neurodiversité et c'est un atout. Ça n'est pas une tare, ce n'est pas un trouble psychique, c'est une autre façon d'être au monde. Être neuro-atypique est même bien souvent un talent. Nombre de créations artistiques, d'avancées scientifiques ou d'avancées techniques sont l'œuvre de personnes neuroatypiques, comme Elon Musk par exemple. La neurodiversité est donc tout à fait précieuse. En effet, pour créer quelque chose de radicalement différent de ce qui existe, il faut une intelligence différente, une pensée non conventionnelle, qu'ont les personnes neuroatypiques. Cependant, encore aujourd'hui, la grande majorité des personnes neuroatypiques restent incomprises par les neurotypiques, c'est-à-dire par ceux qui n'ont pas un fonctionnement neuroatypique, et même par la grande majorité des praticiens de la santé mentale. La plupart des psychologues, psychiatres, psychothérapeutes connaissent très mal les fonctionnements neuroatypiques et donc sont peu à l'aise lorsqu'il s'agit d'aider ces personnes à se comprendre. Et dans cette vidéo, je vais vous décrire les 5 formes que peuvent prendre les fonctionnements neuroatypiques. J'ai donc fait cette vidéo pour vous aider à repérer des enfants et des adultes ayant un fonctionnement neuroatypique, pour les aider à se comprendre, mais aussi peut-être pour mieux vous comprendre. Parce que quand on est neuroatypique, c'est tout à fait essentiel de le savoir. Parce que le savoir est la première étape pour que cette différence, trop souvent pointée du doigt par les autres, pour que cette différence devienne un atout dans la vie. Pour découvrir si vous êtes neuroatypique, la première étape est l'un des tests de dépistage. Vous trouverez ces tests de dépistage dans la description. Puis c'est la passation d'un bilan psychologique qui déterminera si vous avez un ou plusieurs fonctionnements neuroatypiques. Vous reconnaissez-vous dans une des descriptions que je vais évoquer maintenant? Partagez votre expérience dans les commentaires. Premier fonctionnement neuroatypique, le syndrome d'Asperger et les autres formes de présence sur le spectre de l'autisme. Les descriptions psychopathologiques insistent sur la difficulté à communiquer, les difficultés de communication sociale, la difficulté à établir des liens amicaux ou des liens sociaux, la difficulté à supporter le bruit et certains mouvements répétitifs. Mais cette description évoque peu les caractéristiques positives et valorisantes qui sont associées notamment avec le syndrome d'Asperger. Et parmi elles, on trouve leur honnêteté et une tendance à être très juste, une intelligence différente qui permet de résoudre les problèmes d'une façon originale et créative, une expertise dans un domaine ou quelques domaines, une mémoire particulière et une capacité de concentration qui peut être très développée. Le syndrome d'Asperger et les autres formes de présence sur le spectre de l'autisme sont cependant très méconnues par la très grande majorité des praticiens de la santé mentale. Je pense notamment à un psychiatre qui encore aujourd'hui affirme à un patient Asperger: vous ne pouvez pas être Asperger parce que vous me regardez dans les yeux. Bien évidemment, on peut être Asperger et regarder les autres dans les yeux. Deuxième forme de fonctionnement neuroatypique, le haut potentiel émotionnel. Les neurotypiques les voient comme trop sensibles, trop empathiques, exprimant trop leurs émotions. De ce fait, beaucoup de personnes HPE se sentent rejetées et pourtant, le HPE est un véritable talent.
avec notamment une capacité très fine à identifier les émotions des autres, une capacité également à identifier leurs propres émotions et à distinguer les différentes émotions, une compréhension immédiate et intuitive de grand nombre de situations sociales et du comportement des autres, et une capacité à apaiser les autres. Là aussi, il y a une méconnaissance très partagée chez la plupart des praticiens de la santé mentale. Je pense à une psychologue qui, encore aujourd'hui, affirme il n'y a qu'une seule forme d'intelligence évaluée par le QI, c'est-à-dire l'intelligence cognitive, alors que depuis 1990, on sait qu'il existe au moins deux autres formes d'intelligence, à savoir l'intelligence émotionnelle et l'intelligence créative. Troisième forme de fonctionnement neuroatypique, le haut potentiel intellectuel. Les neurotypiques les voient comme trop sensibles, réfléchissant trop, trop actifs, trop dispersés, trop décalés, parfois trop énergiques. De ce fait, beaucoup de HPI croient qu'ils sont trop intelligents pour être heureux. Je reprends là le titre d'un livre important de Jeanne Siofachin. Or, le HPI peut devenir une force, peut être un véritable atout dans la vie. En effet, les personnes HPI ont souvent une mémoire à court et à long terme qui fonctionne particulièrement bien, des capacités de raisonnement logique très développées, une capacité à créer et à transformer des images mentales et une pensée qui est particulièrement rapide, une capacité à traiter les tâches particulièrement rapidement. Il faut parfois avoir 3, 5 ou 10 praticiens de la santé mentale pour trouver quelqu'un qui comprenne véritablement le haut potentiel intellectuel. Et il n'est pas rare d'entendre un psychiatre ou un psychothérapeute dire à son patient « Vous êtes intelligent, vous n'allez quand même pas me dire que c'est un problème ». Quatrième forme de fonctionnement neuroatypique, le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les neurotypiques les voient comme trop impulsifs, incapables de les écouter, et de ce fait, beaucoup de personnes avec un TDAH se sentent tout à fait rejetées. Or, le TDAH est aussi associé à de nombreux signes positifs, comme une créativité débordante qui s'appuie sur un imaginaire particulièrement riche, l'hyperfocus, cette capacité à être extrêmement concentré sur un sujet qui les intéresse particulièrement, une énergie, parfois sans limite, et les personnes hyperactives notamment savent prendre des risques. Là aussi, il y a une incompréhension généralisée de la très grande majorité des psys qui peuvent dire des choses comme c'est juste un diagnostic à la mode, niant alors la souffrance que peuvent rencontrer des personnes TDAH lorsqu'elles n'arrivent pas à se concentrer plus de quelques minutes par exemple, ou alors des phrases culpabilisatrices comme les enfants hyperactifs manquent juste de volonté, de discipline, ou c'est de la faute des parents. Cinquième forme de fonctionnement neuroatypique, les troubles 10. Les troubles 10 incluent la dyslexie, avec un déficit de la lecture, la dyspraxie, avec une maladresse physique importante, la dyscalculie, avec un déficit du calcul, la dysorthographie, avec un déficit de l'orthographe, de la grammaire, et la dysphasie, avec un trouble du langage. Et seules les difficultés de lecture, de calcul, d'orthographe, de langage, la maladresse sont prises en compte, alors que ces troubles 10 peuvent créer une anxiété récurrente dès qu'il s'agit de lire ou de faire un calcul, etc. Et ils peuvent atteindre l'estime de soi de façon importante. Vous reconnaissez-vous dans une ou plusieurs de ces descriptions? Si c'est le cas, la première étape pour découvrir si vous avez un fonctionnement neuroatypique est la passation d'un ou de plusieurs tests de dépistage. Vous les trouverez dans la description. Ils sont ce premier pas pour découvrir enfin qui vous êtes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. À bientôt sur la chaîne.